Dans le nord des montagnes Rocheuses, le parc de Yellowstone s'étend sur près de 9000 km². Créé en 1872, ce parc national a été le tout premier aux États-Unis et dans le monde. Il abrite une faune unique en son genre. Des bisons, qui évoquent aussitôt les grands espaces du Far West. Le Yellowstone est l'un de leurs derniers refuges. Sous la terre, une gigantesque chambre magmatique. Le parc repose sur le plus grand supervolcan de l'Amérique du Nord. C'était aussi le pays des loups, avant qu'ils ne soient éradiqués il y a une centaine d'années. Ils sont maintenant de retour. Ce qui s'est passé a tout d'une success story, car les loups ont complètement transformé l'écosystème du parc national de Yellowstone. Cette roche jaune, riche en soufre, a donné son nom au parc, Yellowstone, un paradis sur Terre. La protection de la nature n'était cependant pas la priorité de ses fondateurs. Le Yellowstone a d'abord été créé pour l'agrément et le plaisir des visiteurs. Dans le même temps, on a vu s'imposer une vision idéalisée de la nature où les prédateurs comme le loup n'avaient pas leur place. Il y a 100 ans, on faisait la distinction entre les bons et les mauvais animaux. Les mauvais étaient les prédateurs, parce qu'ils tuaient de manière très visible. Loups, pumas, ours, coyotes, lynx, gloutons, tous ces animaux tuent pour survivre. Et autrefois, on partait du principe que c'était mal. La création du parc a été fatale aux grands méchants loups. Ils faisaient partie des mauvais animaux, les bons étant les herbivores, autrement dit, ceux que nous voulions chasser. On voulait les bichonner, augmenter leur population pour avoir plus de chances de les abattre. On voulait aussi les observer, parce que les wapitis, les cerfs, les antilopes et les bisons sont des animaux majestueux. Les beaux animaux, c'étaient les herbivores, pas les prédateurs. Les loups du Yellowstone ont été éliminés. Le dernier a été tué en 1926. Pendant 70 ans, il n'y a plus eu aucun loup dans le parc. Dans l'imaginaire collectif, le loup était alors représenté comme un prédateur assoiffé de sang, un ennemi à abattre. Au Yellowstone, comme ailleurs dans le monde. L'extinction du loup a cependant considérablement perturbé l'équilibre du milieu naturel. Les célèbres wapitis ont commencé à proliférer et à tout brouter sur leur passage. Les wapitis étaient trop nombreux dans la partie nord du parc. Avec la disparition des loups et des pumas, mais aussi la baisse du nombre d'ours, les populations de cervidés ont augmenté.
Du coup, le parc national s'est mis à réguler les effectifs. Faute de prédateurs, des milliers de wapitis ont été abattus sur une période de 30 ans. Cela s'est arrêté en 1968, parce que les directives, mais aussi l'opinion publique avaient changé. Aussitôt, le nombre de cerfs est reparti à la hausse. Et de la fin des années 60 au début des années 90, cela a pris des proportions dramatiques. Une des hardes comptait plus de 20 000 wapitis. Et beaucoup de gens trouvaient que c'était beaucoup trop et que cela détruisait l'environnement. Il fallait donc trouver une solution. Dans les années 60, des scientifiques ont clôturé cet espace grand comme un terrain de football, où les arbres et les arbustes pouvaient croître sans être dévorés par les herbivores. Les wapitis, une attraction très appréciée des visiteurs. En même temps, une harde de plus en plus impressionnante détruisait la partie nord du parc. Le résultat, dans la partie clôturée pousse aujourd'hui une forêt, tandis que tout autour s'étend une steppe à la végétation rabougrie. Ils ont effectivement tout mangé jusqu'à cette hauteur. La végétation était très abîmée au milieu du XXe siècle. Une polémique éclate entre partisans et opposants à la réintroduction du loup. De guerre lasse, le gouvernement fédéral finit par trancher. Des loups sont capturés au Canada, puis transportés jusqu'au parc de Yellowstone pour y être relâchés. La technique que nous avons utilisée pour fixer les loups est l'acclimatation. Cela consiste à les enfermer dans un enclos pendant 10 semaines pour briser leur instinct du retour. Et ça a plutôt bien marché. Quelques loups sont repartis, mais la majorité est restée au Yellowstone. Entre 1995 et 1997, nous avons lâché au total 41 loups dans cette zone qui se trouve derrière moi. Les grands prédateurs ont reconquis le Yellowstone. Ils ont fait ce que l'on attendait d'eux, chasser des wapitis. Les loups sont actuellement une centaine, répartis en 11 meutes. La meute de Wapiti Lake a établi son territoire au centre du parc. La chasse commence sous le commandement de la femelle alpha. Le troupeau est rapide. Soudain, l'un des loups se retrouve isolé et les rôles s'inversent. Un wapiti adulte en bonne santé est plus fort qu'un loup isolé. Un coup de sabot peut être mortel. Coupé de ses semblables, le prédateur n'a qu'une solution: la fuite. Les loups de Wapiti Lake se retirent. Ils ont l'habitude de rentrer bredouille car seule une attaque sur 5 aboutit. Les chasseurs jeûnent parfois pendant plusieurs semaines. Nous sommes à la mi-mai. Le parc de Yellowstone connaît un retour de température glaciale. La meute a découvert les restes d'un wapiti. La louve alpha porte le numéro 1091. Certains animaux sont équipés de colliers émetteurs et identifiés par des numéros. Cela permet d'étudier leur comportement. La meute est régie par des règles très strictes. La hiérarchie détermine notamment l'ordre dans lequel les animaux vont se nourrir. Ce jeune loup est passé devant tout le monde. De quoi irriter les loups plus âgés.
le jeune loup hésite. Doit-il renoncer, au risque de ne rien manger du tout? Finalement, il préfère éviter le conflit. Il adopte une posture de soumission pour montrer qu'il accepte la hiérarchie. Et il obtient la part qui lui revient. Pendant 70 ans, les loups avaient disparu du parc national. En 1995, ils ont été réintroduits. Mais ont-ils vraiment réussi là où les hommes ont échoué pendant des années? Les loups se sont aussitôt mis à chasser dans cette immense population de wapitis. Résultat, nous sommes passés de plus de 20 000 individus à 6 ou 7 000, ce qui nous paraît plus naturel et conforme au nombre de bêtes qui devrait y avoir. Et cette baisse a eu des effets en cascade. L'explosion du nombre de wapitis détruisait le milieu naturel. Et maintenant, on est revenu à l'équilibre. Pour résumer, le retour des loups et des autres carnivores, mais surtout des loups, a radicalement transformé l'écosystème. Les loups s'acquittent parfaitement de leur mission, la régulation des troupeaux de wapitis. Mais au-delà de ça, la louve blanche et ses congénères, qui sillonnent le Yellowstone depuis plus de 20 ans, ont réussi un autre tour de force, le retour à l'équilibre de la chaîne alimentaire. S'ils tuent des wapitis, ils contribuent dans le même temps à l'éclosion d'une nouvelle vie. Voici un coyote. En l'absence des loups, sa population avait grimpé en flèche et il était devenu le roi des prédateurs à l'intérieur du parc. Les coyotes ne chassent pas les wapitis, mais tout ce qui suit dans la chaîne alimentaire. Ils se nourrissent notamment de spermophiles, de souris, mais aussi de faons venant de naître. Depuis leur retour, les loups ont décimé les coyotes, ce qui a permis aux proies de se multiplier. Une évolution qui profite aux antilopes d'Amérique, qui voient elles aussi leur nombre augmenter, car elles n'entrent pas dans le régime alimentaire des loups. Pour les spermophiles, s'ouvre également une période plus calme. Les renards se réjouissent du déclin des coyotes, leurs ennemis naturels, car ils ont davantage de petites bêtes à se mettre sous la dent. Leur population a pu s'agrandir. Le majestueux pigargue à tête blanche se montre également plus souvent. Il y a 10 ans, ses effectifs étaient en train de fondre, car la truite fardée, sa principale source d'alimentation, était sur le point de disparaître. Mais le pigargue à tête blanche a trouvé des alternatives. Depuis le recul des coyotes, il se régale lui aussi de spermophiles, de souris et de belettes. Le retour du loup dans le parc de Yellowstone a manifestement eu des retombées bénéfiques sur l'ensemble des animaux. Depuis les wapitis, qui sont les proies directes, en passant par les coyotes et les renards, jusqu'aux souris.
Peu de temps après la réintroduction des loups, leur population atteignait 170 individus. Elle s'est aujourd'hui stabilisée autour d'une centaine. Une centaine de prédateurs supérieurs serait donc à elle seule à l'origine des transformations observées sur la faune. Ce qui se joue à Yellowstone est encore plus complexe. Car depuis le retour des grands carnassiers, trembles, saules et peupliers ont soudain recommencé à pousser, notamment dans la partie nord du parc. Peu de temps après la réintroduction du loup, les scientifiques de l'Université d'État de l'Oregon constataient déjà que la flore reprenait de la vigueur. Aujourd'hui, soit 20 ans plus tard, ces trembles montrent qu'un miracle est à l'œuvre dans le parc de Yellowstone. La plante a été broutée. Ce rejet a été grignoté par le haut. Plus bas aussi, il reste des traces. Ici, par exemple. Cela révèle à quel point la croissance des jeunes trembles a été perturbée au XXe siècle dans le parc de Yellowstone. Un phénomène étonnant s'est produit. Pendant plusieurs dizaines d'années, il ne poussait ici que des buissons. Aujourd'hui, de petites forêts ont fait leur apparition. Voici un peuplement de jeunes trembles de grande taille. Ils sont en train de devenir des arbres. Ils n'étaient pas là il y a 20 ans. En 1997, peu après la réintroduction des loups, les jeunes trembles que l'on voyait par ici vous arrivaient au mieux à la hanche. Ils se faisaient sans cesse brouter. Quant aux vieux arbres, comme celui-ci que vous voyez ici, ils dépérissaient. Dans la partie nord du parc, le paysage est effectivement marqué par une alternance d'arbres plus que centenaires et de petits buissons. Mais il y a en plus des arbres comme celui-ci. Ils ont 10 ou 20 ans et mesurent 5 à 6 mètres de haut. Les scientifiques déterminent l'âge précis des arbres pour comprendre pourquoi cette interruption sur toute une période. Chaque année, la croissance des trembles est référencée à plus d'une centaine d'endroits du parc, avec des résultats positifs. En comptant les anneaux de croissance, nous avons déterminé la période à laquelle ces grands trembles ont commencé à pousser. C'était au début des années 2000. Quand on regarde ce tronc, on constate qu'il a été beaucoup abîmé, puis soudain, plus du tout. L'écorçage n'a pas complètement cessé, mais il a suffisamment diminué pour que l'arbre puisse se développer. Cette photo a été prise en 2004. Après plusieurs décennies d'absence, un sous-bois touffu a repoussé. Cette photo aussi date de 2004. Et aujourd'hui, les buissons de saules mesurent 2 mètres de haut. 2 mètres, ce n'est pas très impressionnant. Mais pour la première fois depuis un siècle, la croissance des buissons de trembles et de saules a repris au Yellowstone. L'écosystème du parc se transforme. Les loups. Les wapitis. Les quelques loups vivant ici peuvent-ils avoir une aussi grande influence? Lamar Valley, dans le nord-est du parc. Un loup prend en chasse un wapiti. L'herbivore se réfugie dans la rivière, où il se croit en sécurité. Mais les loups sont des chasseurs endurants qui épuisent leur proie. Ils savent quand un animal est affaibli ou blessé.
Si le loup chasse seul, une course-poursuite comme celle-ci peut durer des heures, voire des jours. Le wapiti est blessé, mais le loup finit par battre en retraite. Il retentera sans doute sa chance dans les prochains jours. Lamar Valley, le territoire de la meute de Lamar Canyon. La femelle alpha dévore les restes d'un bison et réagit au hurlement des autres loups. Le mâle alpha porte le nom de code 949. Sa compagne attend des petits. Bientôt, c'est à lui que reviendra la tâche de nourrir la famille. La femelle l'entraîne dès maintenant à régurgiter des proies. Même s'il arrive souvent aux loups de rentrer bredouille, les wapitis ont vu leur population rapidement décliner. Les loups transforment le parc. Sont-ils en train de rétablir un équilibre dans le milieu naturel? Une première depuis un siècle. Sont-ils en train de déclencher une réaction en chaîne que les scientifiques appellent cascade trophique? Nous sommes en été. La femelle alpha de la meute de Lamar Canyon est décharnée. Les petits qu'elle a mis au monde au printemps n'ont pas survécu. Sans doute ont-ils été victimes d'une maladie ou d'autres prédateurs. Les proies ne sont pas légion en cette saison. Les wapitis sont encore en altitude. Ils ne redescendent dans les vallées qu'à la fin de l'automne. Dans les premières années qui ont suivi le retour du loup, il y avait une surabondance de wapitis. Cela a cessé depuis que le loup a repris sa place au sommet de la chaîne alimentaire. Les eaux tumultueuses de Yellowstone River. Le parc national est l'un des plus importants réservoirs en eau du nord-ouest des États-Unis. L'agriculture et l'élevage à l'extérieur du Yellowstone en dépendent. À l'intérieur du parc, l'eau a donné naissance à un écosystème complexe. Et dans cet environnement, les architectes de la nature que sont les castors jouent un rôle décisif. Les buissons de saule et de tremble constituent l'essentiel de leur nourriture et de leurs matériaux de construction. Tout l'été, les rongeurs sont occupés à manger. C'est seulement à l'automne qu'ils entreprennent de réparer leurs barrages à l'aide de boue et de branches. Des buissons de saule poussent un peu partout. Depuis la réintroduction du loup et le déclin des wapitis dans cette zone, les buissons de saule ont pu à nouveau grandir. Les castors aussi reviennent. Ils utilisent des saules pour construire des barrages, ainsi que quelques trembles. Cela contribue au rétablissement du cycle écologique.
des biotopes humides apparaissent. Les ruisseaux s'étendent et viennent inonder les plaines. Une aubaine pour de nombreuses espèces. Les oiseaux et les canards profitent de ces étangs. Les oiseaux chanteurs utilisent les buissons de saule pour nicher et d'autres animaux s'en nourrissent. De nombreux insectes prospèrent aussi dans cet environnement. Les retenues d'eau sont de véritables biotopes. Avec une végétation devenue plus abondante, les castors ont pu se multiplier. Est-ce la fameuse réaction en chaîne? Tout est parti du loup qui a décimé les wapitis. Et qui dit moins de wapitis, dit moins de buissons de saule saccagés, et donc davantage de nourriture pour les castors. Un nouvel habitat pour de nombreuses autres espèces. Le héron y trouve de quoi se nourrir. D'autres en profitent pour se rafraîchir. Ou prennent juste un raccourci. Lamar Valley fin août, à la confluence entre Lamar River et Soda Butte Creek. Le loup 949 erre à travers la prairie. Il tient à peine sur ses pattes, mais n'a pas l'air blessé. À 2 reprises déjà, des maladies virales se sont propagées dans le parc. Plusieurs de ses congénères en sont morts. Est-il souffrant? Jusqu'au soir, il avance péniblement. Puis il capitule. Son agonie durera plus de 10 jours. Le loup 949 ne donne plus aucun signe de vie. Les collaborateurs du parc national récupèrent le corps pour éviter que d'autres animaux ne viennent le manger et peut-être attraper une maladie. Il est mort près d'une route, ce qui a permis de le retrouver. Visiteurs et collaborateurs du parc s'étaient rassemblés à proximité. Ensemble, ils ont assisté à la mort tragique du loup. Voici 949, le mâle alpha de la meute de Lamar Canyon. Il a 6 ans et il est né dans l'est du parc, dans la meute de Beartooth. Il est arrivé ici il y a environ 1 an et demi, avec 3 autres loups. Tous ont rejoint la meute de Lamar Canyon. On ne sait pas de quoi il est mort. L'agonie a duré 13 jours. Il n'arrivait plus à se lever ou à bouger, mais il ne semblait pas souffrir. L'équipe va l'envoyer dans un laboratoire de Bozeman qui procédera à des analyses.
Son jeune frère va probablement le remplacer à la tête de la meute. Il y aura alors un mâle adulte et 2 femelles adultes. Ce sera une petite meute, mais une meute qui fonctionne. Les résultats du laboratoire tomberont quelques semaines plus tard. Le loup est mort de la maladie de Carré, une maladie virale très contagieuse. L'automne revient doucement dans le parc de Yellowstone. Dans la Hayden Valley, au cœur du site, la louve blanche de la meute de Wapiti Lake a refait surface. Quelques jours plus tard, un secret bien gardé éclate au grand jour. Des louveteaux âgés de 3 mois découvrent pour la première fois leur territoire. Tous les petits de la meute de Wapiti Lake ont survécu. Il y a une vingtaine d'années, les grands carnassiers ont été réintroduits dans le seul but de chasser les wapitis. On était loin alors d'imaginer qu'ils feraient pousser des forêts. Personne n'avait vu venir cette cascade trophique. Il y avait toutes sortes d'hypothèses sur l'impact des loups sur les populations de wapitis, de bisons et de cerfs. On s'inquiétait aussi des répercussions sur le bétail à l'extérieur du parc. Combien de bêtes les loups allaient-ils tuer sur une année? Bref, il y avait une foule de prévisions, mais aucune ne portait sur l'influence des loups sur les arbres, les arbustes ou les prairies. Certains grands spécialistes des loups ont critiqué nos recherches sur les cascades trophiques. Ils disaient que notre interprétation concernant l'influence des loups sur l'écosystème était incomplète ou erronée. Soulignons tout de même que c'est l'un des sujets scientifiques majeurs depuis le retour du loup et qu'il n'avait pratiquement jamais été étudié avant. Les loups ne sont pourtant pas d'excellents chasseurs. Mais à défaut de tuer, ils font fuir leur proie. Les animaux évitent les lieux où ils risquent de faire de mauvaises rencontres. Le véritable maître des lieux dans le parc de Yellowstone, c'est lui, le grizzly, un redoutable prédateur. Même les loups battent en retraite à la vue de ces colosses qui peuvent peser jusqu'à 680 kilos. La seule réelle menace pour le grizzly, c'est l'homme. 2 loups d'1 an de la meute de Wapiti Lake sont soudain dérangés en plein repas. Un grizzly fait son apparition. Les 2 jeunes se retirent aussitôt. L'un des 2 ose revenir sur ses pas. Mais l'ours lui rappelle rapidement qui commande ici.
Il ne reste plus qu'à battre en retraite pendant que le grizzly se jette sur la proie facilement acquise. Le grizzly est un mammifère omnivore. Il y a quelques années, la truite fardée du Yellowstone entrait encore régulièrement dans son régime alimentaire. Mais elle a été supplantée par une espèce introduite par l'homme, les truites grises, qui ont mangé les truites fardées. À proximité du Yellowstone Lake, les ours ont de plus en plus de mal à attraper les poissons. Car les truites grises restent dans le lac. Elles ne fréquentent pas les petits cours d'eau comme le faisaient les truites fardées. Les grizzlies ont été accusés à tort de provoquer le déclin des troupeaux de wapitis. Car faute de poissons, les gros ours s'étaient rabattus sur de jeunes cervidés. Mais le nombre d'ours vivant autour du Wapiti Lake est trop faible pour influer durablement sur la population de wapitis. Par ailleurs, il leur arrive quand même d'attraper un petit poisson de temps à autre. Avec le recul des wapitis, les scientifiques espèrent que les arbustes fruitiers vont reprendre de la vigueur. Car les baies font le bonheur des grizzlies et des ours noirs, qui doivent se constituer des réserves de graisse pour l'hiver. Le problème, c'est que le parc national se trouve à plus de 2500 mètres d'altitude. À cette hauteur, il ne poussera probablement jamais assez d'arbustes fruitiers. Mais il y a des alternatives. À l'automne, les ours noirs jouent les acrobates dans les pins à écorce blanche. Ils sont friands de ces pignons riches en acides gras. Les graines qui tombent par terre sont récupérées par les pesants grizzlies. Véritable bombe calorique, il n'y a pas mieux pour se préparer à l'hibernation. D'étranges alliances se nouent parfois dans le parc de Yellowstone. Ici, des loups et un grizzly chassent ensemble au petit matin. Une opération gagnant-gagnant. Tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre qui réussit à attraper une proie. La prudence est cependant toujours de mise, car dès qu'il est question de manger, l'harmonie cesse. Désormais, ce n'est plus la taille ou la puissance qui compte, mais la ténacité. Le bison assiste en simple témoin à ce bras de fer. Les deux rivaux s'observent. Le grizzly devient de plus en plus agressif, mais sans succès. La persévérance finit parfois par payer. Le retour des loups est une réelle chance pour le parc de Yellowstone. Les effectifs de wapitis ont chuté de 20 000 à 6 000 bêtes. Mais personne ne s'attendait à ce que les grands carnassiers réparent l'écosystème dans la partie nord du parc. Nous espérons que le parc de Yellowstone ne se retrouvera plus jamais dans l'état où il était autrefois. Aujourd'hui, on voit émerger de jeunes trembles dans des zones où on ne soupçonnait pas leur présence, parce qu'ils étaient cachés dans les buissons. D'une manière générale, je pense que l'on va assister à un développement des plantes ligneuses, car nous entrons dans une ère où les herbivores broutent modérément,
alors que dans le passé, il y avait surpâturage et la végétation était dévastée. Même s'il y a d'autres facteurs qui impactent les wapitis, rien de tout cela ne se serait produit sans la réintroduction du loup. Fin septembre. Les louveteaux de la meute de Wapiti Lake ont beaucoup grandi. La louve blanche alpha les prépare à affronter les rigueurs de l'hiver. Sa meute compte maintenant plus de 20 loups. Elle réussira à perdurer si ses membres trouvent suffisamment de proie et s'ils évitent de s'entretuer pour des questions de rang. C'est ici, sur les rives de la Yellowstone River, dans la Hayden Valley, que les loups ont l'habitude de se rassembler. Tout tourne autour de la louve blanche à l'autorité incontestée. La recherche de nourriture rythme le quotidien. Avant l'hibernation, les prédateurs passent le plus clair de leur temps à chasser. Et l'hiver commence dès les premières chutes de neige, au début du mois d'octobre. Pendant 70 ans, les loups avaient complètement disparu du parc de Yellowstone. Leur élimination avait perturbé l'ensemble de l'écosystème. Depuis leur retour, le site retrouve son équilibre originel. Un miracle de la nature.